Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Havard et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Eureka. J'espère que vous allez bien. Avant toute chose, on va se mettre d'accord sur un truc, c'est pas parce qu'un sport est populaire qu'il n'est pas insolite. Et si je vous dis ça, c'est parce que le sport dont nous allons parler aujourd'hui est légèrement connu puisqu'il s'agit du tennis. Enfin, pas vraiment, vous verrez. Mais ce sport, qui compte 1 115 000 licenciés rien qu'en France, ne date pas d'hier, et même sous sa forme primitive, était assez loin du sport que l'on connaît aujourd'hui. Et c'est particulièrement ce qui va nous intéresser dans cet épisode. Nous intéresser, c'est vite dit, hein. Tu sais, moi, le sport, ça a jamais été ma grande passion, hein. Les gars, ça vous dispense pas de m'accompagner dans cette vidéo, je vous préviens. De toute façon, c'est vous qui continuez de voter en commentaire pour les thèmes que vous voulez voir traités sur la chaîne, et c'est donc vous qui avez choisi que cet épisode traite des sports insolites, et certains feraient bien de s'en souvenir. Dans cet épisode, nous allons parler des origines du tennis, notamment en nous penchant sur son ancêtre direct, le jeu de paume. Puisque Monsieur Pourpre n'est pas très à l'aise avec le sport, lui vous parlera des expressions françaises qui découlent directement de ce sport sans qu'on le sache. Ah, ça, je m'en charge. Et moi? Toi, tu fais le pitre comme d'habitude. Allez, bienvenue pour un nouvel épisode sur les sports insolites, c'est parti et bonne vidéo. Mais avant de commencer, sachez que cette vidéo est sponsorisée par... Non, en fait non, elle n'est pas sponsorisée du tout. Je voulais juste prendre un moment pour vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre dans cette formidable aventure YouTube, et ça, c'est un super cadeau. Ceci étant dit, beaucoup d'entre vous consomment les vidéos de la chaîne Eureka sans y être abonnés, alors si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas, il suffit simplement de cliquer sur un bouton et moi ça me soutient énormément. Merci à celles et ceux qui le feront. On retrouve les traces de ce sport dès le XIIIe siècle en France, soit plus de 500 ans avant l'apparition du football, bien qu'à cette époque nous ne parlons pas encore de tennis anglais, mais de jeu de paume. Rien à voir avec le fruit, on l'appelle comme ça parce qu'il se joue avec la paume de la main. Le bleu m'a dit de faire le pitre, je fais le pitre. Oui, et tu le fais très bien. On recense dès 1292, dans un Paris qui compte près de 200 000 habitants, une douzaine de fabricants de balles dédiés à ce jeu, qu'on appelle l'éteuf, constitué de bourre et d'une enveloppe de cuir. Le nombre élevé d'artisans parisiens spécialisés dans la fabrication de cette balle en dit long sur le nombre de sportifs pratiquant le jeu de paume et que l'on appelle les paumistes ou les paumiers. Des pommiers comme l'arbre? Non, toujours pas, non. Bien que le sport ait connu son âge d'or entre le XIVe et le XVIIIe siècle, il est pratiqué en Europe dès l'Antiquité tardive, notamment en Grèce, au point qu'un certain Augustin d'Hippone le mentionne dans son autobiographie Les Confessions, écrite entre l'an 397 et l'an 401. D'abord destiné aux aristocrates, le jeu de paume se popularise avec le temps jusqu'à se diviser en deux sports bien distincts. D'un côté, la courte paume, préférée par les nobles et qui se joue en salle surplombée de galeries, qui attire de nombreux spectateurs, et de l'autre, la longue paume, et qui se joue à l'extérieur et sans filet central, celle-là même qui inspirera plus tard le tennis. Et même si, comme l'a souligné Monsieur Pourpre, on parle de jeu de paume en référence à la main qui frappe la balle, le jeu va connaître des variantes au fil du temps. Il va d'abord s'agrémenter d'un gant pour éviter aux sportifs de se blesser, puis de battoirs, une sorte de raquette pleine à la manière de celle qu'on utilise sur les plages pour vous donner une idée. Puis, vers le début du XVIe siècle, vient la raquette, cette fois évidée et cordée à l'aide de chanvre ou parfois de boyaux malgré la faiblesse de leur tension. D'où l'expression torboyau. Pas du tout. Laisse les expressions françaises tranquilles, on en parle plus tard dans cette vidéo. Et cet apport de la raquette va permettre au sport de largement se démocratiser et d'entamer son âge d'or. De plus en plus de joueurs y participent avec des défenseurs du jeu à la main, nus ou gantés, et d'autres privilégiant l'utilisation du battoir ou de la raquette. Certaines parties de jeu de paume peuvent ainsi voir s'opposer des adversaires qui ont choisi l'une ou l'autre de ces possibilités, et cette diversité permet de réunir de plus en plus d'adeptes séduits par cette polyvalence. C'est en 1527, lorsque le roi François Ier officialise la fonction de sportif professionnel, que le jeu de paume devient un sport qualifié, puisque les paumistes obtiennent un statut de travailleur et perçoivent une rémunération. Ça sent le rachat par le Qatar, tout ça. À la fin du XVIe siècle, et par cet essor, on ne compte pas moins de 7000 personnes, sportifs et encadrants, qui vivent du jeu de paume et 250 salles où le sport est pratiqué. Le succès est tel qu'en 1610, le jeu de paume voit apparaître ses premières corporations. Celles-ci permettent au sport déjà très célèbre de gagner en uniformité, de poser les prémices des premiers encadrements et également d'assurer la sécurité de ses adeptes.
En effet, le succès du jeu de paume va entraîner des dérives, notamment sur la fabrication des étoffes que certains bourrent avec de la chaux, de la craie, mais aussi des clous qui entraîneront de nombreuses blessures et même des décès, comme celui d'un des frères de Montaigne, célèbre écrivain de l'époque et passionné par ce sport. De Paris, la fièvre sportive va s'étendre en province et même jusqu'en Angleterre où, hélas, on en parle en des termes peu élogieux, ce qui est assez ironique lorsqu'on sait que le jeu de paume sera la source principale d'inspiration de leur tennis. Mais n'anticipons pas trop, les Français sont alors décrits comme un peuple accro à ce sport en pure perte, qu'ils naissent avec une raquette à la main et même qu'il est plus facile de trouver un terrain de jeu de paume qu'une église en France. J'ai toujours préféré les paumes aux psaumes. Ok, celle-là elle est pas mal. Mais après 300 ans de ferveur, le jeu de paume va peu à peu entamer son déclin, étant délaissé d'abord par le roi Louis XIII, puis par Louis XIV, bien que celui-ci s'y soit essayé à quelques reprises. C'est d'ailleurs sous son règne que sera construite la salle du jeu de paume dans le quartier Saint-Louis, qui sera connue plus tard non pas pour une finale de Coupe du Monde, mais pour avoir accueilli les députés du tiers-état qui y prirent un engagement solennel le 20 juin 1789, le serment du jeu de paume. Je sortirai un jour sur cette chaîne un épisode sur la Révolution française dans lequel nous aborderons plus en détail cette salle et le serment qui s'y est joué. Mais en attendant, revenons à notre sujet pour parler d'un sport qui est plus actuel, le tennis. C'est au duc d'Orléans que nous devons l'expatriation du jeu de paume sur le territoire anglais. Il a quand même été pas mal aidé par la guerre et pas forcément ravi d'aller séjourner chez ses ennemis. En effet, la bataille d'Azincourt qui a lieu en pleine guerre de 100 ans est gagnée par Henri V alors que les armées du royaume d'Angleterre sont bien moins nombreuses que celles des Français. C'est ainsi que le duc d'Orléans devient le prisonnier des Anglais et cette captivité va s'étendre sur 2 décennies. 20 ans de prison, c'est sacrément long. Il était captif, pas prisonnier. Oui, et ça fait une grande différence car les Anglais vont le laisser s'occuper à sa guise pour passer le temps et c'est ainsi que le duc va s'adonner à un sport qu'il affectionne particulièrement et qui reste très populaire dans sa ville d'Orléans, à savoir le jeu de paume. À Wingfield, dans le Norfolk, le lieu de sa captivité, il partage sa passion entre 2 rédactions de poèmes avec ses geôliers qui deviendront donc les premiers amateurs de ce sport sur le sol britannique. Mais il faudra attendre plus de 400 ans pour que le descendant du châtelain de Wingfield, Walter Clopton, s'inspire grandement du jeu de paume pour créer le tennis. Il décide que son sport sera joué sur gazon et l'invention du caoutchouc lui permettra de remplacer l'étoffe peu propice au rebondissement sur l'herbe par une balle plus proche de celle que l'on utilise actuellement. Il dépose le brevet de ce nouveau sport le 23 février 1874 sous le nom de sphéristique. Ce nom fait écho aux prémices du jeu de paume que l'on pratiquait en Grèce sous ce nom-là dès l'Antiquité tardive. Ok, donc il pique le sport aux Français et il pique son nom aux Grecs. Oui, c'est une façon de voir les choses, mais en tout cas, le sphéristique est né et il deviendra plus tard le lien entre le sport français et le tennis anglais que l'on pratique actuellement. Peu de temps après, le 16 juillet 1877 est organisé le premier championnat de ce sport, qui sera le tout premier tournoi de Wimbledon, disputé dans le quartier éponyme situé à Londres. Ce tournoi a connu depuis 137 éditions. La 138e se déroulera à partir du 30 juin 2025. C'est d'ailleurs à Wimbledon que naîtra officiellement le tennis, puisque les règles du jeu seront modifiées et officialisées à l'occasion de ce tournoi. Et déjà à l'époque, il devient très vite une institution. Suivi en direct par 200 spectateurs, il voit la victoire de l'anglais Spencer Gore qui s'impose parmi les 24 participants. Sa victoire est fortement relayée dans tout le pays et va faire naître un véritable engouement pour ce qui est devenu le tennis. La France, dont le jeu de paume a largement inspiré son cousin anglais, va succomber à son tour au charme du tennis et créer le tout premier club officiel pour la pratique de ce sport dans la ville de Dinard en 1878. Ils seront suivis par les Australiens, puis par les Américains en 1881, date qui voit la création du précurseur et ancêtre de l'US Open. La France et l'Australie, quant à eux, attendront respectivement 1891 avec Roland Garros et 1905 avec l'Open d'Australie pour avoir leur propre tournoi. Mais l'avènement de ce nouveau sport et l'engouement qu'il suscite auprès des Français ne va pas les empêcher de pratiquer leur propre sport, le jeu de paume, qui, bien qu'il soit supplanté au fil du temps par son pendant anglais, se pratique toujours aujourd'hui. Après tout, ce n'est pas parce qu'un nouveau sport apparaît que l'on doit cesser de pratiquer l'ancien. Soit parce que le nouveau ne plaît pas, soit tout simplement parce qu'au fil du temps, les 2 sports arrivent à se détacher au point que l'on puisse prendre du plaisir à jouer à l'un et à l'autre. Et les Français ne seront pas les seuls à continuer de pratiquer le jeu de paume. Des nations telles que le Royaume-Uni ou les États-Unis d'Amérique continuent de perpétrer cet art dans lequel ils sont d'ailleurs les meilleurs, suivis de près par l'Australie. Ça m'étonne même pas, hein, vu le nombre de sports bizarres qu'on pratique là-bas.
C'est le moins qu'on puisse dire. Tant mieux, ça nous permettra d'y consacrer un épisode à part entière. Mais même si ils ne sont plus les cadors du jeu de paume, la France continue de faire bonne figure. D'ailleurs, le tout premier champion du monde du jeu de paume sera un Français en 1740 du nom de Clerget, qui le sera pendant très longtemps puisqu'il faudra attendre 1765 pour le voir perdre son titre au profit d'un autre Français, Raymond Masson. Le jeu de paume moderne a même une fédération française créée en 1924 et qui sera agréée en 1926 et affiliée à la Fédération française de tennis. Les championnats du monde attirent de plus en plus de nations, si bien qu'à l'heure actuelle, 35 pays sont en lice pour disputer le titre. Par ailleurs, en 2012, le jeu de paume rentre au patrimoine immatériel culturel de France. Attends, tu dis que les Français ne sont pas bons au jeu de paume moderne, mais que ce sont deux Français qui en sont les champions? Ils l'ont été. Clerget est notamment connu pour avoir été le premier champion du monde, mais ils ne le sont plus aujourd'hui. En fait, la France délaisse un peu le sport à la fin du XVIIIe siècle, mais elle y revient progressivement. Encore aujourd'hui, c'est même un Français qui est désigné comme étant le meilleur pommiste de tous les temps, champion de 1928 à 1954 et qui répond au nom de Pierre Etchebaster. C'est pas un cuisinier, ça, plutôt? Peut-être un lointain cousin. Toutefois, ces 8 titres consécutifs sont égalés et battus après son décès à l'âge de 62 ans. L'Australien Robert Fahy remporte son 9e titre de champion en 2008, le record du Français a donc quand même tenu 54 ans. C'est ensuite l'Américain Camden Rivière qui rafle 5 titres entre 2013 et 2018 avant de perdre contre l'ancien champion Fahy. En 2023, le championnat du monde de jeu de paume remarque l'absence de Fahy qui prend sa retraite en novembre 2022, ce qui permet à Camden Rivière de rafler le titre de champion du monde en finale contre l'anglais John Lumley après des éliminatoires opposant 4 joueurs, les Australiens Nick Howell, Chris Chapman ainsi que les anglais John Lumley et Ben Taylor Matthews. Ça manque un peu de français quand même, hein. C'est vrai qu'il y en a peu à notre époque contemporaine, mais on peut quand même saluer les performances de Léa van der Walmen chez les femmes, puisqu'elle est vice-championne en 2022 et 2023, juste derrière Claire Fahy, la femme de l'ancien champion masculin. Le jeu de paume n'a pas seulement marqué le monde du sport au fil des siècles, puisqu'on le retrouve également dans le langage courant à travers différentes expressions françaises que vous utilisez d'ailleurs peut-être au quotidien sans même savoir qu'elles y sont apparentées. On peut d'ailleurs commencer en parlant du nom du sport qu'il a peu à peu supplanté. Le mot tennis vient de l'ancien français tenez, que l'on prononçait tenez à l'époque, et que l'arbitre criait pour signifier l'engagement. D'un point de vue règle du jeu, le système de comptage de points n'est pas en reste. En effet, lorsqu'un pommiste marquait un point, il devait s'avancer de 15 pieds, puis de 30 pieds et enfin de 40 pieds. Initialement, le dernier point était à 45 pieds, mais le joueur était alors collé au filet et le barème a donc été changé. Et même si les règles du tennis ont évolué, puisque le service s'effectue toujours depuis la ligne de fond, le score se mesure avec ce même barème, 15, 30 et 40 points. Mais fan de tennis ou non, j'ai de quoi épater la galerie, puisque cette expression provient directement du jeu de paume. La galerie, comme dit précédemment au cours de cette vidéo, est l'endroit d'où les spectateurs admirent le match. Et bien qu'aujourd'hui il s'agisse plutôt d'un couloir comprenant une dizaine de spectateurs, les salles de l'époque avaient des gradins qui accueillaient davantage de public. Lorsqu'un joueur était particulièrement bon, il épatait la galerie, expression passée ensuite dans le langage courant. Il fallait courir pour épater la galerie? Vas-y, essaye, cours, loin, loin, loin. De même, l'expression jeu de main, jeu de vilain désignait la différence de jeu entre la noblesse, qui jouait avec des gants pour ne pas s'abîmer la main, tandis que le vilain, qui n'avait pas assez d'argent pour se procurer le matériel, jouait directement à la paume nue. Au Moyen-Âge, le vilain désigne un paysan libre, différent du serf, avant de prendre le sens qu'on lui connaît aujourd'hui. Pour comprendre l'origine de l'expression suivante, faisons un petit résumé d'une des règles du jeu de paume. Pour qu'un joueur prenne un point, il lui fallait cibler un endroit particulier de l'aire de jeu. On retrouve d'ailleurs plus ou moins cette règle dans le tennis avec des tracés de jeu différents. La ligne de fond, les couloirs, la zone de service, etc. En revanche, s'il frappait et que l'éteuf rebondissait 2 fois sans que l'adversaire ne parvienne à le toucher, le serveur marquait sa première chasse, qui est une sorte de point en suspens. Pour l'obtenir, il fallait que lors de son second service, il refasse une chasse, c'est-à-dire envoyer la balle de l'autre côté et lui faire 2 rebonds sans que le receveur ne la touche, mais avec une distance plus courte entre le filet et le point de chute. J'ai rien compris. Même pour moi, c'est un peu flou. Bon, je joue contre le gris par exemple. Si je serre la balle et qu'elle arrive à 5 pieds du filet sans qu'il la touche, je resserre. Je prendrais une coupe de champagne. Lors de ce service, j'envoie la balle à 2 pieds. Bah, tu devrais plutôt te servir de tes mains, non? Bref, il ne la touche pas, je réussis ma chasse et je prends le point. C'est plus clair là? On va dire que oui, parce que j'aime pas quand tu cries. Oh, le fragile. Tout cela a donné l'expression « qui va à la chasse perd sa place ». En effet, lorsque la chasse était ratée, le serveur devenait receveur et vice-versa. Et puisqu'on parle de chasse, une autre expression courante en découle, tomber à pic. Il faut savoir que les chasses peuvent avoir différents noms selon les zones grâce auxquelles elles sont obtenues.
La chasse-pique, par exemple, s'obtient quand le serveur atteint la zone du fond de jeu, et elle était particulièrement difficile à réaliser et permettait de marquer un point décisif dans la partie. Un point qui tombe à pic donc. On peut aussi citer l'expression chasse et croisée, qui a d'abord été utilisée en jeu de paume lors d'un échange de chasse, et qui est ensuite passée dans le jargon de la danse au 19e siècle, avant de désigner le bal des automobilistes sur la route des vacances par exemple. J'avais une blague à faire là-dessus, mais j'ai pas trouvé la chute. Justement, puisque tu parles de chute, on peut aussi citer l'expression rester sur le carreau, puisqu'elle désigne alors la chute d'un joueur. Il faut préciser que le terrain était à l'époque constitué de carreaux. Oui, c'est vrai que sans cette info, mon explication veut rien dire. Tout cela nous montre bien que le jeu de paume, en plus d'avoir grandement inspiré un des sports les plus populaires de notre époque, a pris une place importante dans notre culture. Âgé de 800 ans, il se pratique encore dans au moins 4 pays et compte plusieurs milliers d'adhérents. La France a été profondément marquée par la pratique et c'est dans une des salles iconiques où est pratiqué le sport qu'a été signé l'engagement solennel d'union qui a mis fin à l'Ancien Régime en 1789 à la suite d'un pan colossal de l'histoire, la Révolution française. En plus d'avoir colonisé le monde du sport et celui de la politique, il s'est insinué dans notre langage courant. Alors si cet épisode tombe à pic et a épaté la galerie, n'hésitez pas à le liker et à vous abonner. Profitez-en pour voter en commentaire pour votre thème préféré afin que je puisse vous préparer l'épisode de samedi prochain. Et rassurez-vous, pour celles et ceux qui ne connaissent pas par cœur la liste des thèmes proposés, ils arrivent dans quelques secondes. C'est la fin de cet épisode sur les sports insolites concernant le jeu de paume et évidemment le tennis. J'espère qu'il vous a plu, je vous remercie infiniment pour votre visionnage. Moi j'ai hâte de vous retrouver samedi prochain, je me demande quel thème vous allez choisir. En attendant, passez bien le bonjour de ma part à tous vos proches et prenez soin de vous. Ciao! Alors que la lutte pour la première place fait rage au sein des 10 thèmes en compétition, il faut se méfier des outsiders qui sont toujours en lice pour une qualification. Tout à fait le gris, belle analyse, la semaine va s'avérer compétitive avec des points marqués par les films et séries notamment, et les sports insolites qui sont plébiscités par leurs supporters malgré l'épisode de cette semaine. Mais pour l'instant, les tenants du titre restent les animaux insolites qui pourraient faire leur retour. Après avoir réalisé une 3ème vidéo récemment, ils sont toujours plébiscités par leur public. Absolument, bien qu'ils aient déjà marqué la semaine précédente, ils peuvent tout à fait remporter cette manche pour le doubler. Rappelons que même les thèmes qui ont peu de votes peuvent créer la surprise au vu du peu de nombre de vidéos que comporte leur thématique. Oui, tout à fait, d'ailleurs chaque vote peut être décisif, on assiste vraiment à une compétition très ouverte, peut-être même qu'au moment où nous parlons, certains thèmes sont en train de grappiller des points dans les commentaires. Rendez-vous donc samedi prochain à 10h pour un nouveau match, et d'ici là, à vous les studios!